5. Yo, Silver, en avant. Le cri sortit de sa bouche, un ton plus grave que d'habitude. C'était presque la voix de l'homme qu'il allait devenir. Silver prit lentement de la vitesse, son accélération marquée par le crépitement de plus en plus frénétique des cartes à jouer contre les rayons. Debout sur les pédales, Bill tenait le guidon par le dessous, poigné vers le haut, et avait l'air d'un homme qui tente de soulever des haltères prodigieusement lourds. À son cou, les tendons saillaient, des veines pulsaient à ses tempes. L'effort lui tordait la bouche en une grimace tremblotante, tandis qu'il livrait le combat familier contre le poids et l'inertie pour faire avancer Silver. Comme toujours, cet effort valait la peine. Silver commença à rouler avec plus d'entrain et les maisons se mirent à défiler. Sur sa gauche, là où Kansas Street croisait Jackson Street, la Kentuskig perdait sa liberté pour devenir le canal. La rue au-delà de l'intersection descendait en pente raide vers le centre et le quartier commerçant de Derry. Les croisements étaient fréquents, mais tous comportaient des stops en faveur de Bill, et l'éventualité d'un conducteur brûlant le signal et le réduisant à l'état d'une carpette sanglante sur la chaussée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il n'aurait de toute façon pas changé de comportement, alors que quelques mois avant ou après cette période, à l'atmosphère étrangement orageuse qui allait du printemps de l'été 1958, cela l'aurait sans doute un peu refroidi. On aurait surpris Ben en lui demandant s'il ne se sentait pas seul. On n'aurait pas aimé surpris Bill en lui demandant s'il ne flirtait pas un peu trop près avec la mort. Tout est-il que ces descentes de Kansas Street ressemblaient de plus en plus à une charge de kamikaze au fur et à mesure que le temps se réchauffait. Bill se lança dans cette portion en pente de Kansas Street à pleine vitesse, courbé sur le guidon de Silver pour diminuer la résistance au vent, une main posée sur la poire de caoutchouc craquelé de sa corne pour avertir les distraits, ses cheveux roux ondulant derrière lui. Le cliquetis des cartes s'était transformé en un grondement régulier et la grimace d'effort en un immense sourire niais. À sa droite, les maisons avaient laissé une place à des bâtiments commerciaux, entrepôts, usines de conditionnement de viande, pour la plupart, dont l'image était brouillée par la vitesse, terrifiant mais satisfaisant. Sur sa gauche, le canal scintillait au coin de son œil. « Yahoo, Silver, en avant !» cria-t-il triomphalement. Silver vola par-dessus le premier Dodan et ses pieds lâchèrent les pédales comme presque toujours à cet endroit. En roue libre, il était maintenant entièrement à la merci de l'ange gardien, quel qu'il fût, que Dieu avait désigné pour protéger les petits garçons. Il fit une embardée à 60 km/h, 20 de plus que la vitesse autorisée. Tout était oublié, son bégaiement, le regard vide de son père en train de tourner en rond dans l'atelier du garage, la poussière qui s'accumulait sur le piano toujours fermé de sa mère, qui ne l'avait plus touché depuis les 3 hymnes méthodistes qu'elle avait joués lors des funérailles de Georgie. Oublié aussi, George sortant sous la pluie dans son ciré jaune, le bateau en papier paraffiné à la main. Monsieur Gardner arrivant 20 minutes plus tard, le petit corps enroulé dans une couverture, taché de sang dans les bras, le cri épouvantable de sa mère. Derrière lui, tout ça, il était l'éclaireur solitaire, il était John Wayne, il était qui il voulait et non pas un gosse qui chialait, avait peur et appelait sa maman. Les pieds de Bill retrouvèrent les pédales et il recommença son mouvement de piston, voulant toujours aller plus vite et atteindre une vitesse hypothétique. Pas celle du son, celle de la mémoire, qui lui ferait franchir le mur de la souffrance. Il fonçait courbé sur le guidon, il fonçait pour battre le diable. Le triple carrefour de Thunder Main et Kansas arrivait à toute vitesse. C'était un cafarnaum de voix à sens unique, de panneaux contradictoires et de feux de signalisation en principe coordonnés, mais qui ne l'étaient jamais. Le résultat, comme l'avait signalé un éditorial du Daily News un an auparavant, était un système giratoire infernal. Comme
virage dans le trafic ralenti du carrefour encombré, brûla un feu rouge et vira sèchement à droite pour éviter une Buick qui se traînait. Un coup d'œil ultra bref par-dessus l'épaule pour s'assurer que la voiture du chemin du milieu était libre, et il s'aperçut que dans environ 5 secondes, il se écraserait contre l'arrière d'une camionnette qui venait de s'arrêter carrément en plein croisement, tandis que son conducteur, un papy à la Eisenhower, se tordait le cou pour déchiffrer les panneaux, se demandant s'il n'allait pas se retrouver à Miami. À la droite de Bill, un quart de la ligne Bangor-Derry occupait la voie. Il n'en obligua pas moins dans cette direction et franchit la brèche entre les deux gros véhicules à quelques 60 à l'heure. À l'ultime seconde, il détourna la tête d'un mouvement sec de soldats qui défilent dans l'enthousiasme pour éviter que le rétroviseur droit de la camionnette ne lui redessine la mâchoire. Les émanations brûlantes du diesel lui incendièrent la gorge, comme une giclée d'alcool. Il entendit un grincement suraigu. Le guidon venait de tirer un trait bien droit dans l'aluminium du car. À peine aperçut-il le chauffeur, un visage blanc sous la casquette de la compagnie, qui agita un poing menaçant et lui cria quelque chose. Certainement pas bon anniversaire. Le pire, ou si l'on préfère le meilleur, du trajet se trouvait maintenant derrière lui. L'éventualité de sa propre mort s'était présentée à lui à plusieurs reprises, et il avait été capable de regarder ailleurs. Le car ne l'avait pas écrasé, il ne s'était pas tué. Il n'avait pas écrasé les 3 vieilles dames un instant plus tard, avec leur sac de commission et leur chèque de la sécurité sociale. Il ne s'était pas aplati sur le haillon arrière de la camionnette de l'oncle Eisenhower. Il attaquait la côte suivante, perdant de la vitesse comme saigne un blessé. Mais avec ce sang-là, il perdait autre chose, que l'on aurait pu appeler désir, au fond. Le rattraper les pensées et les souvenirs. « Hé Bill, on t'avait un instant perdu dessus, mais nous voilà !» Qui grimpait sur lui, bondissait dans ses oreilles et s'élançait dans sa tête comme des mômes sur des luges. Il les sentait s'installer à leur place habituelle, leur petit corps fiévreux se bousculant. « Ouah, chouette ! Une fois de plus bien calé dans la tête de Bill. Allez, pensons à George, d'accord? Qui veut commencer? » Tu penses trop, Bill. Non, le problème n'était pas là en réalité. Il l'imaginait trop. Il tourna dans Richards Alley pour déboucher dans Center Street quelques instants plus tard, pédalant lentement, la sueur coulant dans le dos et les cheveux. Il descendit de bicyclette en face de la pharmacie et entra dans le magasin. 6. Avant la mort de George, Bill aurait expliqué oralement à M. Keane l'essentiel de ce qu'il amenait. Le pharmacien n'était pas particulièrement aimable, du moins selon l'idée que Bill en faisait. Néanmoins, il avait de la patience et ne plaisantait pas à tort et à travers. Mais le bégaiement de Bill était pire que jamais, et il voulait faire vite, très vite, quand il pensait à Eddie. C'est pourquoi, lorsque M. Keane lui dit « Bonjour, Bill Denbrough, que désires-tu » Bill prit une notice publicitaire pour des vitamines et écrivit au dos. On jouait avec Eddie Kasprak dans les friches, il a eu une crise d'asthme, il peut à peine respirer. Pouvez-vous me donner une recharge pour son inhalateur? Il poussa le papier sur le comptoir recouvert d'une vitre. M. Keane le lut, releva la tête, vit l'anxiété dans les yeux bleus de Bill et dit « Bien sûr, ne bouge pas d'ici et ne touche à rien, veux-tu » Bill ne cessa de se dandiner d'un pied sur l'autre d'impatience tandis que M. Keane resta dans son arrière-boutique. L'attente ne dura pas 5 minutes, mais parut une éternité à Bill. Le pharmacien revint enfin et lui tendit avec un sourire un flacon en plastique souple. « Voilà qui devrait régler le problème, » dit-il. « Merci, bafouilla Bill. Je n'ai pas d'art. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Kasprak a un compte chez moi. Je l'ajouterai, c'est tout. Je suis sûr qu'elle tiendra à te remercier de ta gentillesse. » Bill remercia de nouveau M. Keane et partit rapidement. Le pharmacien fit le tour de son comptoir pour le suivre des yeux. Il fit déposer sa recharge dans le panier du porte-bagages et enfourchait maladroitement sa bicyclette. Est-il capable de faire rouler un engin pareil se demanda M. Keane. J'en doute sérieusement.
Mais le petit Denbrough réussit à démarrer sans tomber sur la tête, s'éloignant à coups de pédale pesant. La bicyclette à laquelle, dans l'esprit de M. King, il ne manquait que des roues carrées, zigzaguait dans tous les sens, tandis que l'inhalateur roulait dans le panier. Le pharmacien eut un léger sourire. Si Bill l'avait aperçu, il y aurait vu la confirmation de son impression sur le caractère peu amène de M. King. C'était le sourire amer d'un homme qui avait trouvé davantage de sujets d'étonnement que de raisons de se réjouir dans la condition humaine. Oui, il allait mettre la recharge d'Eddie sur la facture de Sonia Gasbrack, qui, comme toujours, se montrerait surprise et plus soupçonneuse que reconnaissante du prix ridicule de ce médicament. Les autres sont tellement chers, dirait-elle. Comme le savait le pharmacien, mademoiselle Gasbrack faisait partie de ces gens pour qui rien de ce qui est bon marché ne peut être réellement efficace. Il aurait très bien pu la gruger avec la préparation pour son fils, Hydroxmist, et il avait été tenté de le faire. Mais à quoi pour exploiter bassement la folie de cette femme? Ce n'était pas comme s'il en avait eu besoin pour vivre. Bon marché, oh mon Dieu, oui. L'Hydroxmist, administré selon les besoins, disait-on sur l'étiquette adhésive qu'il collait sur chacune des recharges de l'inhalateur, était merveilleusement bon marché. Et Madame Gasbrack elle-même devait reconnaître que la préparation maîtrisait efficacement l'asthme de son fils malgré cela. Elle était bon marché parce qu'il s'agissait tout simplement d'une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, à laquelle était ajoutée une pointe de camphre afin de donner un parfum de médecine à la vaporisation. En d'autres termes, le médicament pour l'asthme d'Eddie était de l'eau du robinet. 7. Il fallut à Bill plus longtemps pour revenir, à cause de la côte à grimper. À plusieurs reprises, il dut mettre pied à terre et pousser Silver. Il n'avait pas assez de force pour monter autre chose que des pentes douces. Le temps de remiser la bicyclette sous le pont et de rejoindre le coude de la rivière, il était déjà 4h10. Toutes sortes de suppositions sinistres lui traversaient l'esprit. Hanscom aurait déserté et laissé mourir le pauvre Eddie, ou les trois grosses brutes auraient rebroussé chemin et leur auraient flanqué une terrible raclée, ou, pis que tout, l'homme dont le boulot était d'assassiner les enfants aurait eu l'un ou l'autre, ou les deux, comme il avait eu George. Les commérages et les spéculations n'avaient pas manqué à propos de cette affaire. Bill bégayait affreusement, mais il n'était pas sourd, même s'il arrivait parfois qu'on le crût tel, car il ne parlait que dans les cas de nécessité absolue. Certaines personnes pensaient que le meurtre de son frère n'avait aucun rapport avec ceux de Betty Ripsom, de Cheryl LaMonica, de Matthew Clement ou de Veronica Grogan. D'autres, au contraire, prétendaient que les trois premiers avaient été victimes d'un même tueur et les deux autres d'un imitateur du précédent. Une troisième école soutenait que les garçons et les filles n'avaient pas le même assassin. Bill croyait que tous avaient été tués par la même personne, s'il s'agissait bien d'une personne. Il se posait parfois la question, comme il se demandait de temps en temps ce qu'il ressentait pour Derry cet été-là. Cela tenait-il au deuil inachevé de George, à la façon qu'avaient ses parents de l'ignorer, tellement noyés dans le chagrin d'avoir perdu le cadet qu'il ne semblait même pas se rendre compte que Bill était toujours vivant, lui, et aurait pu se faire mal. Cela tenait-il à ces éléments combinés avec les autres meurtres, à ces voix qui lui donnaient de temps en temps l'impression de parler dans sa tête, dans un murmure, et ce n'était certes pas des variantes de sa propre voix, car elle ne bégayait pas, elle était calme mais assurée, lui conseillant de faire ceci et de ne pas faire cela. Était-ce tout cela qui donnait un aspect différent à Derry maintenant? Quelque chose de menaçant, avec des rues inexplorées qui, loin de l'attirer, paraissaient au contraire bâiller dans un silence lourd de présage. Et pourquoi certains
que c'était la mort de son frère qui avait constitué l'amorce de ce changement. Les sinistres suppositions qu'il faisait en remontant la rivière venaient de l'idée, couvant en lui, que n'importe quoi pouvait se produire actuellement en Derry. N'importe quoi. Mais quand il arriva au dernier coude, tout avait l'air normal. Ben Hanscom était toujours là, assis à côté d'Eddie. Eddie lui-même s'était redressé et, les mains sur les genoux, la tête inclinée, respirait péniblement. Le soleil avait suffisamment baissé pour projeter de longues ombres vertes sur le cours d'eau. Bon sang, tu as fait vite, s'exclama Ben en se relevant. Je pensais avoir au moins encore une demi-heure à attendre. J'ai eu une bicyclette rapide, répondit Bill avec une pointe de fierté. Pendant quelques instants, les deux garçons s'observèrent avec circonspection, puis Ben ébaucha un sourire, et Bill sourit à son tour. Il était gros comme c'était pas possible, le drôle, mais il paraissait bien. Il n'avait pas bougé, et il lui avait fallu un certain grand, avec Henri et ses deux pieds nickelés, qui rôdaient peut-être encore dans les parages. Bill adressa un clin d'œil à Eddie qui le regardait, une expression de gratitude idiote sur le visage. Voilà ton truc, Eddie, fit-il en lui lançant l'inhalateur. Eddie se l'enfonça dans la bouche, le déclencha et yocta convulsivement. Puis il s'inclina en arrière, les yeux fermés. Ben l'observait, inquiet. Jésus, c'est vraiment sérieux, hein? Bill acquiesça. J'ai vraiment eu la frousse pendant un moment, le confia Ben à voix basse. Je me demandais s'il n'allait pas avoir des convulsions ou un truc comme ça. J'essayais de me souvenir de ce que nous avaient dit les types de la Croix-Rouge quand ils sont venus en avril dernier. Tout ce qui me restait, c'était l'histoire du bout de bois qu'il fallait mettre dans la bouche pour qu'il ne se coupe pas la langue. Il me semble que c'est pour les épileptiques. Oui, je crois que tu as raison. Il n'aura pas de convulsion. De toute façon, son médicament est efficace. Regarde. Eddie respirait déjà plus facilement. Il ouvrit les yeux et les regarda. Merci, Bill, dit-il. Tu parles d'une crise. C'est quand ils t'ont écrasé le nez que ça a commencé, non? Demanda Ben. Eddie eut un rire lugubre, se releva et mit l'inhalateur dans sa poche revolver. Mon nez, je n'y ai même pas pensé. C'était à ma mère que je pensais. Ouais, vraiment. Ben eut l'air surpris, mais il porta la main à son survêt en lambeaux et se mit à le tripoter nerveusement. Dès qu'elle va avoir le sang sur ma chemise, il ne lui faudra pas plus de 5 secondes pour me traîner jusqu'aux urgences de l'hôpital. Mais pourquoi? Demanda Ben. Tu ne saignes plus, non? Tiens, je me souviens de ce gosse avec qui j'étais en maternelle. Tu sais, Scooter Morgan. On l'avait amené aux urgences quand il était tombé des barres. Mais parce que son aine n'arrêtait pas de pisser le sang. Ah oui, fit Bill intéressé. Est-ce qu'il est mort? Non, mais il n'est pas venu à l'école pendant une semaine. Que je saigne encore ou non, peu importe pour elle, expliqua Eddie morose. De toute façon, elle va m'y amener. Elle va penser que mon nez est cassé, que des morceaux d'os sont en train de me monter dans la cervelle, des trucs comme ça. Est-ce que les os peuvent monter dans le cerveau? S'étonna Bill qui trouvait la discussion de plus en plus passionnante. Je ne sais pas, mais si tu écoutes ma mère, n'importe quoi peut arriver. Elle m'amène aux urgences 1 ou 2 fois par mois. J'ai cet endroit en horreur. Un jour, un infirmier lui a dit qu'on devait lui payer un loyer. Qu'on devrait lui payer un loyer, lui faire payer un loyer. Elle était vraiment écœurée. Oh là là,
Je suis content de vous avoir rencontrés tous les deux, admit Ben. Il y eut un instant un silence qui n'était pas vraiment désagréable. Ils devinrent amis le temps qu'il dura. Pourquoi c'est trop Mec, te courait-il après demanda finalement Eddie. Ils se sont toujours après quelqu'un, intervint Bill. Je les déteste, ces salauds. Ben ne répondit pas tout de suite, admiratif devant l'usage que Bill faisait de ce que sa mère rappelait parfois les très gros mots. Ben n'avait jamais prononcé un très gros mot de sa vie, mais il en avait écrit un, tout petit, sur un poteau de téléphone lors de la dernière fête d'Halloween. Bauer s'était retrouvé à côté de moi pendant les dernières compos, finit par dire Ben. Il voulait copier sur moi, je l'ai pas laissé faire. Ma parole, t'as envie de mourir jeune, dit Eddie avec une note d'admiration dans la voix. Bill le bec éclata de rire. Ben lui jeta un regard aigu, conclut qu'il ne riait pas spécialement de lui. Difficile de dire comment elle le savait, mais le fait était là. Et sourit. Ça doit être ça, admit-il. Toujours est-il qu'il est obligé de suivre les cours d'été, et c'est pour ça qu'il m'a coursé avec ses copains. On te dirait presque qu'il t'en fait la peau. Je suis tombé de Kansas Street dans la pente. Il regarda Eddie. On va probablement se revoir aux urgences maintenant que j'y pense. Quand ma mère va voir dans quel état sont mes affaires, c'est elle qui va m'y expédier à coups de baffe. Bill et Eddie éclatèrent simultanément de rire, et Ben se joignit à eux. Rire lui faisait mal à l'estomac, mais il n'en continuait pas moins, d'un ton aigu, légèrement hystérique. Finalement, il fut obligé de s'asseoir sur la berge, et le son mou de ses fesses heurtant le sol le fit rire encore plus fort. Il aimait la façon dont son rire se mélangeait au leur, non pas le fait que les rires sont mêlés, ce qu'il avait souvent entendu, mais que, pour une fois, son propre rire fasse partie du lot. Il leva les yeux vers Bill Denbo. Leurs regards se croisèrent, et il n'en fallait pas davantage pour que le fou rire les reprenne. Bill tira sur son pantalon, releva le col de sa chemise, et se mit à déambuler d'un peu pesant et simiesique. Il prit la voix le plus basse possible et grommela. Je vais vous faire la peau, morpion. Arrêtez de me faire chier. Je suis con, mais je suis balèze. Je peux casser les noix avec mon crâne. Je peux pisser du vinaigre et chier du ciment. Je m'appelle Powers, le petit chéri. Et je suis le roi des enculés du coin. Eddie s'était effondré par terre et hurlait de rire en se tenant le ventre. Ben était plié en deux, la tête entre les jambes. Les larmes lui coulaient des yeux et la morve du nez en longs filets clairs, et riait comme un bossu. Bill s'assit avec eux, et ils se calmèrent peu à peu. C'est toujours ça de gagner. Si Bowers va au cours d'été, on n'aura guère de chance de le rencontrer ici, remarqua Eddie. Vous venez souvent dans les friches, demanda Ben. C'était une idée qui ne lui aurait jamais traversé l'esprit vu la réputation de l'endroit. Mais maintenant qu'il y était, il ne s'y trouvait pas si mal. En réalité, ce coin du rivage était tout à fait agréable, en ce moment de l'après-midi qui déclinait doucement vers le crépuscule. Souvent, oui, c'est chouette. Il y a pratiquement personne qui nous embête ici. On peut glander tant qu'on veut. Powers et les autres n'y viennent jamais de toute façon. Toi, Eddie, ris. Bill secoua la tête. Son visage se tordait comme une serpillière quand il bégayait, remarqua Ben, qui se fit soudain cette réflexion curieuse qu'il n'avait pas bafouillé une seule fois quand il s'était moqué de Bowers. Reggie, s'exclama enfin Bill, qui se tut un instant avant de reprendre. Reggie Dossier vient aussi en général, mais ce sont pères-là gardés pour nettoyer leur
était stupéfié par l'offre elle-même, mais aussi par la simplicité sans après avec laquelle elle avait été faite. On devrait peut-être essayer autre chose, intervint Eddie. Il n'était pas terrible ce barrage. Ben se leva, chassant la terre collée à ses gros jambons, et s'avança le long de la rive. Il y avait encore des piles emmêlées de petites branches de chaque côté du cours d'eau, mais tout ce qu'ils avaient pu mettre d'autre avait été emporté. Il faudrait avoir quelques planches, dit Ben. Trouver des planches et en faire des rangées, placées face à face, comme les tranches de pain d'un sandwich. Intrigués, Bill et Eddie le regardèrent. Ben se laissa tomber sur son bon genou. Regardez, reprit-il, on met des planches ici et ici, en les enfonçant dans le lit de la rivière, face à face, d'accord? Et puis, avant que l'eau les emporte, on remplit l'intervalle de cailloux et de sable. Nous, quoi? Nous l'avons fait. Ah, fit Ben, se trouvant, en ayant l'air, il en était sûr, complètement idiot. Mais peu lui importait, car il se sentit soudain très heureux. Il ne se souvenait même plus quand il s'était senti aussi heureux pour la dernière fois. Ouais, nous, bon, si nous remplissons l'intervalle comme il le faut, ça ne bougera pas. La planche d'amont s'appuiera sur le mélange de roches et de terre au fur et à mesure que l'on montera. La deuxième planche penchera et finira sans doute par être emportée au bout d'un moment. Je suppose. Mais si nous avions une troisième planche, tenez, regardez. Il fit un dessin dans le sable avec un morceau de bois. Bill et Eddie se penchèrent et étudièrent le petit schéma avec un intérêt réservé. As-tu déjà construit des barrages? Demanda Eddie d'un ton respectueux, presque effrayé. Jamais. Ah, alors comment sais-tu que ça va marcher? Ben regarda Bill intrigué. Eh bien, ça doit marcher, c'est tout. Pourquoi pas? Mais comment le sais-tu? Ben sentit bien que la question n'avait rien de sarcastique et exprimait une curiosité sincère. Comment tu peux me le dire? Je le sais, c'est tout, répondit Ben. Il regarda de nouveau son dessin, comme pour se confirmer à lui-même ce savoir. Il n'avait jamais vu de bâtard d'eau de sa vie, sur plan ou dans la réalité, et ne se doutait pas qu'il venait d'en faire un schéma très convenable. D'accord, dit Bill en donnant à Ben une claque dans le dos. On se voit demain. À quelle heure? Eddie et moi, on sera là vers 8h30. Si je ne suis pas encore à attendre aux urgences avec ma mère, ajouta Eddie avec un soupir. J'amènerai des planches, dit Ben. Il y a un vieux pas loin de chez nous qui en a tout un stock. Je lui en piquerai quelques-unes. Emporte aussi un casse-croûte, des trucs tout prêts, lui conseilla Eddie. D'accord. As-tu des pistolets? J'ai maté ici à air comprimé, répondit Ben. C'est mon cadeau de Noël, mais ma mère devient furieuse quand je tire avec dans la maison. Ah, amène-la toujours. On jouera au cow-boy peut-être. D'accord, fit joyeusement Ben. Écoutez les gars, il faut que je rentre à la maison d'Ardar maintenant. Nous aussi. Les trois garçons quittèrent les friches ensemble. Ben et Bill haïssaient Silver sur le talus. Eddie traînait un peu en arrière, la respiration de nouveau sifflante, et regardant d'un air lugubre sa chemise tachée de sang. Bill les salua et partit debout sur les pédales en lançant un Yahoo Silver en
vois ce que je veux dire? Ouais. Je te dis ça parce que si tu veux devenir l'ami de Bill, il vaut mieux pas lui parler de son petit frère, pas lui poser la moindre question, rien. Il est complètement coincé là-dessus. Moi aussi je le serais si... répondit Ben, qui se souvenait maintenant vaguement de l'histoire de ce petit que l'on avait tué en effet l'automne dernier. Il se demandait si sa mère avait pensé à George Denbrough lorsqu'elle lui avait offert sa montre, ou seulement au meurtre les plus récents. Ça ne s'est pas passé juste après la grande inondation. Si, ils avaient atteint le carrefour de Kansas et de Jackson, où ils devaient se séparer. Les enfants couraient dans tous les sens, jouant à chat perché et se lançant des balles de baseball. Un gosse affublé d'un bonnet à la David Crockett, la queue lui retombant entre les yeux, passa devant les deux grands en faisant rouler un hula-hoop comme un cerceau. L'air avantageux. Ben dit sourire. Attends une minute, dit soudain Ben. J'ai une idée, si tu ne veux pas aller aux urgences. Ah oui, fit Eddie avec un regard où le doute le disputait à l'espoir. T'as pas un nickel? J'ai mieux, le double, 10 cents. Et alors? Ben contemplait les taches marron sur la chemise. Va t'acheter un lit au chocolat et renverse-en la moitié sur ta chemise. Une fois chez toi, tu diras à ta mère que t'as tout pris dessus. Le regard d'Eddie s'éclaircit. Depuis la mort de son père, 4 ans auparavant, la vue de sa mère avait considérablement baissé. Par coquetterie, et comme elle ne conduisait pas, elle refusait de porter des lunettes. Taches de chocolat ou de sang, avec un peu de chance, elle n'y verrait que du feu. Peut-être. Ça peut marcher. Mais ne dis pas que c'est une idée à moi si elle s'en aperçoit. Promis, répondit Eddie. Allez, à plus tard, mon canard. D'accord. Non, fit Eddie patiemment. Quand je dis ça, t'es censé répondre à bientôt, escargot. Oh, à bientôt, escargot. C'est bon. Et Eddie sourit. Tu sais, vous êtes drôlement chouettes tous les deux. Eddie eut l'air plus que gêné, presque nerveux. C'est Bill qui est chouette, dit-il en partant. Ben le regarda descendre Jackson Street. Puis il prit lui-même la direction de son domicile, à 3 pâtés de maison, vers le haut de la rue. Il aperçut alors 3 silhouettes qui ne lui étaient que trop familières. Debout à un arrêt de bus au coin de Jackson et Main, elles tournaient pratiquement le dos à Ben. Un coup de chance pour lui. Il alla se dissimuler derrière une haie. 5 minutes plus tard, arrivait le Terry Newport Haven. Henri et ses amis rejetèrent leurs mégots dans la rue et grimpèrent à bord. Ben attendit que le car fût hors de vue et se dépêcha de rentrer chez lui. 8. Ce soir-là, pour la 2e fois, il arriva quelque chose de terrible à Bill Denbrough. Son père et sa mère étaient en bas, devant la télé, ne parlant guère, assis à chaque extrémité du canapé comme des serre-livres. Il y avait eu une époque où la salle de télé, qui donnait sur la cuisine, était pleine de bavardage et de rire, au point parfois qu'on n'entendait même plus ce qui se disait à la télé. La ferme, Georgie, criait Bill. Arrête de bavrer tout le popcorn et je la fermerai, rétorquait George. Bill prend tout le popcorn. Ma. Donne-lui du popcorn, Bill, et arrête de m'appeler Ma, Georgie. Ce sont les moutons qui font Ma. Alors son père sortait une plaisanterie et tous riaient, même maman. George ne les comprenait pas toujours. Bill le voyait bien, mais comme tout le monde riait, il riait aussi. C'était une époque où ses parents jouaient déjà les livres sur le canapé, mais où George et lui jouaient les livres. Bill avait une fois voulu faire le livre entre eux depuis la mort de George, pendant qu'ils regardaient la télé. Ce fut en vain. Il émanait d'eux des ondes glacées contre lesquelles le système de désuffrage de Bill n'était pas suffisamment puissant. Il avait dû partir, car ce genre de froid lui gelait les joues et lui faisait monter les larmes aux yeux. J'en ai entendu une bien bonne à l'école aujourd'hui. Avait-il essayé une autre fois quelques mois auparavant? Pas de réponse.
Sa mère n'avait même pas levé les yeux. Vous savez combien il faut de français pour visser une ampoule électrique, avait lancé Bill, sentant une fine rosée de sueur venir perler sur son front, comme cela lui arrivait parfois à l'école quand la maîtresse était restée si longtemps sans l'interroger qu'elle ne pouvait plus faire autrement que de s'adresser à lui. Il parlait trop fort, incapable de contrôler sa voix. Les mots résonnaient dans sa tête en furieux carillons, s'emmêlaient et s'éparpillaient. Ça, savez-vous combien? Un pour tenir l'ampoule et 4 pour tourner la maison, avait répondu Zack Denbrough, l'air absent, tout en continuant à feuilleter sa revue. As-tu dit quelque chose, chérie? Demanda sa mère, tandis qu'à la télé, le frère qui était prêtre conseillait à son frère criminel de se rendre et de prier pour être pardonné. Bill était resté assis, en sueur mais glacé. Le froid ne tenait pas au fait qu'il était le seul livre entre ces deux serre-livres. Non, Georgie était toujours présent, un Georgie qu'il ne pouvait voir, simplement un Georgie qui ne réclamait jamais de pop-corn et que les taquineries de Bill ne faisaient plus protester. Jamais il n'y avait de chamaillerie avec cette nouvelle version de George. Elle n'avait qu'un bras et restait pâle et pensive dans la pénombre gris-bleu laissée par l'écran de télé. Peut-être n'était-ce pas de ses parents, mais de George que venait ce grand froid glacial. Peut-être était-ce George, le frère glacé et invisible, et par ce refuge. Peut-être était-ce Georgie, le tueur des terres désolées. Bill avait fini par fuir ce frère glacé et invisible, et par se réfugier dans la chambre où il s'enfermait longtemps à pleurer, le visage enfoui dans l'oreiller. La chambre de George était demeurée inchangée depuis le jour de sa mort. Environ 2 semaines après l'enterrement, Zack avait rempli un carton des jouets de son cadet, sans doute pour les donner à l'armée du salut ou un truc comme ça, s'était dit Bill. Sharon Denbrough l'avait vu avec le carton, et ses mains, comme 2 oiseaux blancs effrayés, avaient volé jusqu'à sa tête et s'étaient profondément enfouies dans sa chevelure, étreignant les mèches comme pour les arracher. Bill avait assisté à cette scène et s'était aplati contre le mur, les jambes soudain en coton. Sa mère avait l'air aussi folle qu'Elsa Lanchester, dans la fiancée de Frankenstein. Ne touche jamais à ses affaires, avait-elle hurlé. Zack avait reculé et, sans un mot, ramené le carton de jouets dans la chambre de George. Il les avait même remis exactement là où il les avait pris. Bill avait suivi son père et l'avait trouvé agenouillé auprès du petit lit que sa mère refaisait régulièrement, mais 1 fois par semaine au lieu de 2, la tête appuyée à son bras poilu et musclé. Bill avait vu qu'il pleurait, ce qui n'avait fait qu'augmenter sa terreur. Il avait entreaperçu soudain une épouvantable éventualité. Peut-être que parfois les choses ne s'arrêtent jamais d'aller de travers, mais qu'au contraire elles ne faisaient qu'empirer, jusqu'à ce que ce soit le bordel complet. Papa, va-t'en, Bill, avait répondu son père d'une voix étouffée et tremblante. Bill aurait terriblement voulu toucher le dos de son père, pour voir s'il n'y avait pas moyen d'apaiser les soupirs irrépressibles qui le secouaient. Il n'avait pas osé. Va-t'en, avait repris son père. Pars-toi. Et il était parti. Il avait traversé le couloir du premier à pas de loup, entendant sa mère qui pleurait de son côté dans la cuisine, un son aigu et désespéré. Pourquoi pleure-t-il comme ça, loin l'un de l'autre? S'était demandé Bill. Puis il avait chassé cette pensée. 9. Le soir du premier jour de vacances, Bill entra dans la chambre de George. Il avait le cœur qui cognait dans sa poitrine et avançait maladroitement, raide de tension. Il venait souvent dans la chambre de George. Non
pièce. Elle était tellement pleine de la présence de son frère qu'on l'aurait dit hantée. Il y entra sans pouvoir s'empêcher de penser que la porte du placard allait s'ouvrir d'un instant à l'autre dans un grincement et qu'il y verrait Georgie parmi les chemises et les pantalons, toujours soigneusement accrochés. Un Georgie en ciré jaune souillé de fil et de sang, avec une manche vide. Il aurait un regard vide, effroyable, comme ceux des zombies dans les films d'épouvante. Quand il sortirait du placard, ses caoutchoucs produiraient un bruit suintant, tandis qu'il traverserait la chambre en direction de Bill, assis sur le lit, bloc de terreur pétrifié. S'il y avait eu une panne d'électricité, un des soirs où il était resté assis sur le lit de George, à contempler les images accrochées au mur et les modèles réduits sur le haut de la penderie, il était convaincu qu'il aurait eu une crise cardiaque, sans doute fatale, dans les 10 secondes suivantes. Et elle y allait tout de même, luttant avec sa terreur pour George et le fantôme. Existait en lui un besoin muet mais puissant, comme une faim de surmonter, d'une manière ou d'une autre, la mort de George et de se réconcilier avec l'idée qu'il n'était plus. Il ne s'agissait pas de l'oublier, mais de rendre son souvenir moins épouvantable. Il se rendait compte que ses parents n'y réussissaient pas très bien, et s'il voulait y arriver lui-même, il devrait le faire seul. Mais il ne venait pas ici que pour lui-même. Il y venait aussi pour Georgie. Il l'aimait beaucoup et, pour deux frères, ils étaient rudement bien entendus. Oh, bien sûr, il y avait des disputes. Bill donna une bonne claque à George rapportant à ses parents que son frère était descendu à la cuisine après l'extinction des lumières pour finir le reste de gâteau. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. C'était déjà assez horrible que George fût mort, mais le transformer en un monstre d'épouvante, c'était encore pire. Le môme lui manquait, c'était vrai. Sa voix lui manquait, son rire lui manquait, comme lui manquait le regard confiant que George avait parfois pour lui, sûr que Bill possédait la réponse, quelle que fût la question. Sans parler de cette chose plus que tout étrange. Par moments, il avait le sentiment de mieux aimer George dans sa peur, car même ainsi l'impression désagréable qu'un George, à l'état de zombie, se dissimulait dans la penderie ou sous le lit. Il se souvenait mieux de l'amour qu'il avait pour lui et de celui que le petit lui portait. Dans son effort pour réconcilier les deux émotions, amour et terreur, Bill avait l'impression de se rapprocher d'une acceptation définitive, plus que par tout autre moyen. Il n'aurait su exprimer ces choses, qui n'étaient qu'un amas embrouillé dans son esprit, mais son cœur, chaleureux et plein de nostalgie, comprenait, et là était l'important. Il parcourait parfois les livres de George, ou bien manipulait ses jouets. Il n'avait pas ouvert son album de photos depuis le décembre dernier. Le soir de la rencontre avec Ben Hanscom, Bill ouvrit la porte du placard de George, s'armant comme toujours de courage à l'idée de voir George lui-même parmi les vêtements dans son ciré jaune, s'attendant à voir surgir de la pénombre une main exsangue qui viendrait s'agripper à son bras. Elle prit l'album de photos sur l'étagère supérieure. Mes photographies, lisait-on en lettres d'or sur la couverture, et en dessous, toujours en lettres d'imprimerie retenues par du scotch jaunissant, George Elmer Danborough, 6 ans. Bill alla s'asseoir sur le lit où Georgie avait dormi, le cœur battant plus fort que jamais. Il n'aurait su dire pour quelle raison il avait pris l'album après ce qui s'était passé en décembre. Une vérification, c'est tout. Juste pour te convaincre que la première fois, ce n'était pas réel, que ton esprit s'était joué un tour à lui-même. C'était une idée après tout. Vrai peut-être. Bill soupçonnait cependant qu'il s'agissait de l'album lui-même, qui aurait ressenti une fascination insensée pour lui. Bill. Ce qu'il avait vu ou croyait avoir vu. Il l'ouvrit. L'album était plein de photos que George avait demandées à son père, à sa mère, à ses tantes et à ses oncles. Peu importait qu'il s'agisse de personnes et d'endroits qu'il connut.
assez liquide avec une paille et que sa tête l'avait abominablement fait souffrir pendant 3 jours. Là, toute la famille était réunie sur la pelouse de la maison, Bill à côté de sa mère et la tenant par la main, et George encore bébé, dormant dans les bras de Zach. Et ici, ce n'était pas la fin de l'album, mais la dernière page qui comptait, car les autres étaient restés vides. Le dernier cliché était la photo de classe de George, prise en octobre l'année précédente, une dizaine de jours avant sa mort. George portait une chemise à col marin, et ses cheveux ébouriffés étaient aplatis à l'eau. Il souriait, révélant 2 espaces vides où 2 nouvelles dents ne pousseraient jamais, à moins qu'elles ne continuent à pousser après la mort, pensa Bill avec un frisson. Il contempla la photo un certain temps et était sur le point de refermer le livre lorsque se produisit ce qui était déjà arrivé en décembre. Les yeux de George sur le cliché se mirent à rouler et vinrent croiser le regard de Bill. Le sourire contraint devint une horrible grimace ricanante. Son œil droit eut un clignement qui disait « À bientôt, Bill, dans mon placard, ce soir même peut-être. » Bill lança l'album au milieu de la chambre et porta les 2 mains à la bouche. L'album sourit en retombant. Bien qu'il n'y eût aucun courant d'air, les pages se mirent à tourner jusqu'à ce que cette affreuse photo sous laquelle on lisait « Les amis de l'école, 1957-1958 ». Du sang commença à en couler. Bill restait assis, pétrifié, avec l'impression que sa langue